Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité Suédoise Télévision. Lancement ce lundi de la plateforme de recrutement en ligne pour le compte du projet Pipeline, un projet de construction et d'exploitation du pipeline Bénin-Niger. La première session ordinaire du Conseil national du dialogue social s'est ouverte ce lundi et c'était en présence des conseillers de cette institution. Et puis, l'Organisation mondiale de la santé se penche aujourd'hui sur la sûreté du vaccin AstraZeneca. De son côté, l'agence européenne doit statuer jeudi prochain sur la reprise de son usage. Bienvenue à toutes et à tous. Dans le cadre de construction et d'exploitation du pipeline Bénin-Niger, la cérémonie de lancement du recrutement des employés de ce projet a eu lieu hier. C'était à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Les détails avec Carole Olaye et Romaric Devouchi. Construire un système de transport des hydrocarbures pour exporter le pétrole brut du Niger et d'autres pays vers le marché international via le Bénin, tel est l'objectif de ce projet dénommé Projet de construction et d'exploitation du pipeline Export Niger-Bénin. Il entre ainsi dans sa phase active à travers ce lancement officiel du site de recrutement en ligne qui offre des milliers d'emplois aux Béninois. Une option qui permet d'assurer la transparence et d'obtenir une base de données fiable des profils à recruter pour les deux phases du projet. L'adresse électronique dédiée à cette plateforme est https://emploi-pipeline.gouv.bj. À travers cette plateforme web, exactement 2308 personnes avec plus de 50 profils seront recrutés pendant la phase de construction dans 4 catégories d'emplois différents que sont les emplois cadres, 27 personnes, les ouvriers spécialisés, 772 personnes, les agents de sécurité, 279 personnes et les emplois de soutien et ouvriers, 1230 personnes. Au terme de la phase de construction et pour le compte de l'exploitation du pipeline, environ 300 emplois permanents seront créés pour l'essentiel des emplois cadres. La présente cérémonie de lancement est une fois de plus la preuve que la promotion de l'emploi et du développement économique demeure des défis majeurs pour le gouvernement de son Excellence, M. Patrice Talon. Entrée en vigueur le 25 février dernier, cette initiative fait suite à la signature de l'accord du gouvernement hôte à Pékin il y a 1 an et demi. Le projet Pipeline Export Niger-Bénin vient réduire sensiblement le taux de chômage au Bénin, vu que seule la main-d'œuvre béninoise est privilégiée dans le cadre de sa concrétisation. Il vient également renforcer les relations diplomatiques entre le Bénin, le Niger et la Chine. La première session ordinaire du Conseil national du dialogue social s'est ouverte ce lundi 15 mars 2021 à l'Infosec de Cotonou. C'était le président de cette institution qui a présidé la cérémonie de lancement officiel des travaux en présence de tous les conseillers. Suivez le compte rendu de Samson Oké et Jean-Baptiste Boko. À cette première session ordinaire du Conseil national du dialogue social au titre de l'année 2021, les participants échangeront sur plusieurs points. Des points ici rappelés par le président de cette institution, Guillaume Atigbe, dans son discours d'ouverture des travaux. Il s'agit essentiellement du point d'exécution du budget du CNDS exercice 2020, du projet du rapport sur l'état du dialogue social au titre de l'année 2020, de l'examen et de l'adoption des TDR pour l'élaboration de la politique communicationnelle du CNDS, de l'examen et de l'adoption des TDR pour l'évaluation de la première mandature du CNDS
des échanges relatifs aux propositions d'amendement à apporter aux textes fondamentaux qui nous régissent. Et enfin, diverses communications viendront clôturer notre programme. Ces assises interviennent dans un contexte particulier marqué par la crise sanitaire liée au coronavirus. C'est pourquoi, dans ses propos introductifs, le président n'a pas manqué de rappeler les conditions de déroulement des travaux avant d'inviter les conseillers à faire preuve d'une attention soutenue. Comme convenu, la présente session se déroulera en visioconférence et en mode présentiel en raison de cette pandémie du coronavirus qui secoue l'humanité depuis décembre 2019. Nous devrons donc faire violence sur nous-mêmes en matière d'assiduité et de rigueur afin de montrer notre attachement à la bonne marche du dialogue social comme nous le faisons depuis notre installation il y a de cela bientôt 4 ans. Démarrés ce lundi 15 mars 2021, les travaux de cette première session ordinaire du Conseil national du dialogue social prennent fin le vendredi 2 avril 2021. Parakou et Malanville ont vibré le week-end dernier au rythme des messages de sensibilisation à la culture de la paix en temps d'élection, message porté par le mouvement Initiative citoyenne qui poursuit sa tournée nationale. Ahmed Arekpa et Denis Marouya pour le compte rendu. Ultime moment solennel, celui de la minute d'acclamation pour la paix. Mais avant, c'est par un sketch que tout a commencé ici à Parakou, dans la salle des fêtes de l'hôtel de ville. Quel pays? Tu es du Togo? Tu es béninois? Et tu veux mettre de la pagaille dans le Bénin? Quand toi tu vas mettre de la pagaille dans le Bénin, ceux qui t'ont remis l'argent pour aller mettre la pagaille, est-ce qu'ils t'ont donné l'argent d'avion? Ensuite, l'avis du public sur le message à retenir de la prestation des talentueux humoristes Fofo Seba, Tonton J, Alem Mendje et Tata Sambeni. Ce que nous venons de voir, c'est déplorable. Et je l'ai toujours dit, ces gamins, ces délinquants ne sont nulle part que dans nos propres maisons. Ils sont dans nos propres maisons, ce sont nos enfants, nos petits frères. À nos pères, mères, cousins, cousines, vous les ramenez à la maison. La violence n'a jamais construit. Aujourd'hui, il y a déjà des personnes qui sont positionnées pour poser ces actes-là. Et nous autres, ça nous donne une leçon pour pouvoir les sensibiliser et les faire comprendre la gravité de ce qui veut se faire. Scénario identique à Malanville. Il s'agit en effet pour le mouvement Initiative citoyenne de faire de chacune et chacun des ambassadeurs pour la promotion de la paix, mais aussi d'œuvrer jusqu'au 11 avril à ce que les populations sortent massivement voter dans le cadre de la présidentielle. À partir d'aujourd'hui, vous serez le porte-parole dans tous les coins, en commençant par vos ménages d'abord. Parce que le Bénin nous appartient tous et nous sommes les mêmes. Vous êtes prêts pour la mission? À la question, tous ont répondu oui. Preuve que le message est passé. Gado Guidami, le maire de la commune de Malanville, a pour sa part renchéri en exhortant ses mandants à donner priorité à l'unité nationale avant tout. Que par le comportement de chacun et de tous, que nous œuvrons pour la paix, pour la sécurité donc de notre pays et que Dieu Tout-Puissant, Allah, nous permette réellement de voir la fin de ces élections-là dans l'enthousiasme, dans la convivialité, parce que les élections, c'est en fait un moment de joie, un moment donc de challenge amical. Rendez-vous donc au soir du 11 avril pour savoir si Parakou et Malanville feront partie ou non des 5 communes qu'a prévu de primer le mouvement Initiative citoyenne au terme du scrutin.
La prière musulmane et le message du président Patrice Alapato ont été les autres temps forts qui ont précédé l'ultime et solennel moment de ces séances d'échange autour de la culture de la paix en temps d'élection, la minute d'acclamation pour la paix. L'actualité hors du continent à présent, l'Organisation mondiale de la santé se penche aujourd'hui sur la sûreté du vaccin AstraZeneca. De son côté, l'agence européenne doit statuer jeudi prochain sur la reprise de son usage. Plusieurs pays européens, dont la France, ont suspendu l'utilisation du produit par mesure de sécurité. Tout a basculé en un jour. Dans sa lutte contre le Covid-19, la France suspend provisoirement l'utilisation du vaccin AstraZeneca. Dimanche, en réponse à l'affolement européen, le Premier ministre Jean Castex avait déclaré toute sa confiance envers le vaccin anglo-suédois. Mais 24 heures plus tard, Emmanuel Macron a sifflé la fin de la récréation. L'autorité européenne, l'EMA, rendra demain après-midi un avis sur le recours à ce vaccin. Et donc, sur la recommandation du ministre des Solidarités et de la Santé, la décision qui a été prise, en conformité aussi avec notre politique européenne, c'est de suspendre, par précaution, la vaccination avec AstraZeneca, en espérant la reprendre vite, si l'avis de l'EMA le permet. Ce revirement de situation hexagonale intervient après une journée encore marquée par des événements majeurs. Aux alentours de midi, les pompiers des Bouches-du-Rhône ont annoncé suspendre l'administration d'AstraZeneca à leur personnel après l'apparition d'effets indésirables. Des effets qui semblent impliquer un trouble de la coagulation. Depuis plus d'un mois, 30 cas de caillots de sang ont été détectés en Europe sur les 5 millions de patients vaccinés. Ce lundi, en milieu d'après-midi, c'est l'Allemagne qui a décidé à son tour de suspendre provisoirement l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca par précaution, suivi dans la foulée par la France, l'Italie, l'Espagne et le Portugal, puis la Suède ce mardi matin. Ces alertes ont surgi et tout en attendant une analyse détaillée et rigoureuse de l'agence pharmaceutique et en suivant toujours le principe de précaution qui guide toutes nos actions, nous avons décidé de suspendre temporairement les administrations, au moins dans les semaines à venir, afin que l'EMA, pendant le laps de temps qu'elle demande pour évaluer soigneusement ces cas et pour que les agences nationales du médicament donnent des réponses à ces signaux. La liste des pays européens à suspendre AstraZeneca continue de s'allonger. Dans le sillage du Danemark, premier pays à stopper l'administration du vaccin le 11 mars, la Bulgarie, l'Islande, l'Irlande ou encore les Pays-Bas en ont fait de même. D'autres pays comme l'Autriche ou la Roumanie ont décidé de retirer un lot de leur circuit de vaccination. Un appel en chaîne qui a poussé l'Organisation mondiale de la santé à un appel au calme. Depuis notre dernière conférence de presse vendredi, plusieurs autres pays ont suspendu l'utilisation des vaccins AstraZeneca par mesure de précaution après que des caillots sanguins ont été signalés chez des personnes ayant reçu le vaccin de 2 lots produits en Europe. Cela ne signifie pas nécessairement que ces événements sont liés à la vaccination. Pour l'OMS, l'utilisation du vaccin AstraZeneca est encore valable. La recommandation à ce stade est que les avantages de la vaccination avec le vaccin d'AstraZeneca et d'autres vaccins l'emportent sur le risque d'infection par le Covid, dont nous savons qu'il y a un impact significatif avec des personnes victimes de maladies graves, d'hospitalisation, voire de décès. L'Organisation mondiale de la santé doit tenir une conférence de presse ce mardi après-midi pour donner plus d'indications sur le vaccin anglo-suédois et ses effets indésirables. L'Agence européenne des médicaments prévoit quant à elle une réunion extraordinaire ce jeudi après avoir autorisé AstraZeneca sur le marché le 29 janvier dernier. Au Royaume-Uni, des milliers de personnes ont manifesté dans la capitale contre l'attitude des policiers à l'origine de cette colère. Une intervention musclée des forces de l'ordre lors d'un hommage non autorisé à une jeune fille tuée par un policier. La police londonienne sous pression. En cause, ses actions lors d'une veillée pour une femme qu'un policier est accusé d'avoir assassinée. Des centaines de personnes étaient présentes pour protester contre les violences faites aux femmes en dépit des restrictions sanitaires. L'événement s'est mué en affrontement avec la police. Les forces de l'ordre ont interpellé et menotté certaines participantes.
C'est depuis un sentiment d'écœurement qui se propage dans la capitale. La ministre de l'Intérieur, Priti Patel, et le maire travailliste de Londres, Sadiq Khan, exigent alors des explications de la part de la police sur sa gestion de l'événement. J'ai déjà dit que certaines des images de Clapham Common qui circulent en ligne sont choquantes. Alors bien que la police soit légitimement indépendante sur le plan opérationnel, j'ai demandé à la Metropolitan Police un rapport sur ce qui s'était passé. La commissaire adjointe Hélène Ball, de son côté, défend l'action des forces de l'ordre, assurant que la situation était telle qu'une intervention était nécessaire. En parallèle de ces événements, une loi prévoyant de renforcer les pouvoirs de la police a été présentée ce lundi au Parlement. Un débat qui ne contribue pas à apaiser la situation. La confiance est rompue. Les manifestants se réunissent devant le Parlement pour s'opposer au projet de loi et dénoncer les violences faites aux femmes. Nous n'avons aucun droit si nous n'avons pas le droit de parler et d'être entendus. Et puis bien sûr, les femmes doivent pouvoir parler et être entendues. Je suis la mère d'une fille et je suis une femme, donc nous devons avoir une voix et nous devons avoir la liberté de pouvoir nous exprimer et de parler fort s'il le faut. À l'origine de ce tollé, la disparition le 3 mars de Sarah Everard, kidnappée dans le quartier de Clapham, dans le sud de Londres, alors qu'elle rentrait chez elle. Son corps a été retrouvé quelques jours plus tard dans un bois au sud-est de la capitale. Mis en cause, un agent de la police londonienne, Wayne Couzens, arrêté il y a une semaine. Le policier, actuellement en détention provisoire, doit comparaître ce mardi à Old Bailey, la haute cour criminelle britannique. Et puis, mise en garde de la Turquie à l'Union européenne, la Grèce et Israël. Toute intervention dans sa zone revendiquée Méditerranée orientale devrait obtenir l'autorisation d'Ankara. Le pays a organisé ces derniers mois plusieurs missions d'exploration dans les eaux disputées avec la Grèce, avec pour conséquence une grave crise diplomatique, une situation que vont donc tenter de désamorcer les représentants des deux pays à Athènes ce mardi. C'était une première depuis 2016. Le 25 janvier dernier, au palais Dolmabahçe d'Istanbul, une délégation de diplomates grecs est reçue par le numéro 2 du ministère des Affaires étrangères turc, Sedat Önal. Au cours de cette réunion, aucune avancée n'a été annoncée, les deux pays n'arrivant même pas à se mettre d'accord sur les sujets à aborder. Il faut dire que la méfiance est toujours de rigueur entre ses voisins après plusieurs années de crispation. Preuve en est, le jour de ses premiers pourparlers, la ministre française des Armées Florence Parly signe à Athènes un contrat pour l'achat par la Grèce de 18 avions de combat Rafale à la France. Le choix de l'achat des Rafales français souligne le caractère stratégique des relations gréco-françaises et le plein soutien de la France à notre pays face à tout défi ou menace. Paris a directement soutenu Athènes après qu'Ankara a organisé ces derniers mois plusieurs missions d'exploration gazière dans les eaux grecques, provoquant la colère du président turc. La France est souvent à l'ordre du jour. Je ne veux pas donner de nom, mais j'y suis obligé parce qu'il s'en prend souvent à moi. Ce n'est pas avec notre peuple, mais il dit nous avons des problèmes avec Erdogan. Monsieur Macron, vous n'avez pas fini d'avoir des ennuis avec moi. Le 11 décembre, Bruxelles décide finalement de sanctionner la Turquie pour ses actions illégales et agressives en Méditerranée contre la Grèce et Chypre. Conséquence, Ankara multiplie depuis les gestes d'apaisement. 2020 a été une année problématique en ce qui concerne les relations entre la Turquie et l'Union européenne. Une volonté politique est apparue pour créer une atmosphère plus positive à la suite du sommet de l'UE en décembre. Nous avons eu l'occasion d'établir un meilleur dialogue. Une autre bonne étape est la reprise annoncée des pourparlers exploratoires directs entre la Turquie et la Grèce. Ces efforts doivent être maintenus. Les intentions et les annonces doivent être traduites en initiatives. Du côté de l'OTAN, dont les deux pays sont membres, son secrétaire général s'est dit ce lundi préoccupé par le comportement de la Turquie, notamment en Méditerranée orientale. Mais Ankara reste, selon ses mots, un allié important dans la lutte contre Daesh. Les ministres des Affaires étrangères des 30 pays de l'OTAN
se réuniront les 23 et 24 mars. Et ce sera tout pour cette édition. Mesdames, Messieurs, merci pour l'attention et à demain.